BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Nogues. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. La France est-elle capable de provoquer un sursaut européen? François Hollande a demandé à son Premier ministre, Manuel Valls, de préparer pour le sommet de septembre, le sommet européen des 28, des 27, je ne sais plus trop, une proposition française pour un sursaut européen. Ça n'a pas manqué de surprendre pas mal d'observateurs à l'échelle européenne. Pourquoi demander à Manuel Valls alors que c'est justement Manuel Valls qui vient de dire attention, la France pourrait arrêter d'appliquer la directive sur les travailleurs détachés. On va en discuter avec nos invités. Ce qu'une sortie de Schengen rapporterait à la France. Il y a quelques mois, dans cette émission, pour les plus fidèles d'entre vous, on avait étudié la question du coût d'une sortie de la France de Schengen. Or là, Schengen va être remis sous pression, comme chaque été, avec la crise des migrants. Et on s'était dit, avec Bernard Monod, eurodéputé Front National, que ce serait intéressant de calculer ce que ça rapporterait. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Vous nous aviez promis, il y a quelques mois, ici même, sur ce plateau, de calculer ce que ça rapporterait. Parce que vous avez dit, oui, c'est une émission avec un parti pris, vous nous dites... voilà, l'étude. L'étude de France Stratégie qui conseille le gouvernement, en gros, avait chiffré le coût d'une sortie de Schengen. Vous avez voulu chiffrer les gains d'une sortie de Schengen. Vous êtes arrivé à quelque chose de concret, de crédible? Absolument, on va en parler. On va en parler. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre. Bonjour. Vous pensez que souvent il y a un petit peu de parti pris quand on dit quel serait le coût d'une sortie de Schengen? C'est juste parce qu'on a fait les plus et les moins et qu'en règle générale on a plus à perdre. À des moins. C'est un peu comme dans le cas du Brexit. Est-ce que sortir de l'Union européenne c'est des gains ou des pertes? En fonction des études, on arrive à différents chiffres et après il faut reconnaître que la majorité des chiffres souvent arrivent dans des chiffres négatifs ou parce qu'il y a moins de commerce, il y a moins d'échanges, donc il y a moins de gains. Après, on peut voir par secteur aussi. En tout cas, France Stratégie qui avait chiffré à 10 milliards d'euros par an à terme le coût d'une sortie de Schengen parce que ça aurait un impact sur le travail frontalier, sur le tourisme et sur le transport de marchandises. Et j'ai ici le petit tableau Excel préparé par les équipes de Bernard Monod, l'économiste, de Marine Le Pen. On va y revenir. Ah là, je le sens en forme. Il vient de tousser un petit peu dans son micro, mais c'est pour éclaircir finalement sa voix parce qu'il a pris son ennemi intime. C'est, on va dire, ces 12 dernières années. José Manuel Barroso, la main dans le sac. Ah, la main dans le sac. Je dois avouer que j'en aurais rêvé, ça ne serait pas réalisé. C'est-à-dire qu'il fasse la démonstration en signant un contrat chez José Manuel Barroso qui vient de devenir conseiller de la banque, voilà, Goldman Sachs. Vice-président non exécutif, je ne sais pas ce que c'est, en tous les cas c'est beaucoup d'argent sans doute, parce qu'il faut savoir qu'il a aussi renoncé à son indemnité de transition pendant 3 ans, vous savez qu'il reçoit l'équivalent de quoi, de 200 000 euros bruts par an. Ouais, les deux tiers de sa rémunération, donc on est peut-être autour de 15 000 euros par mois. Et donc il avait renoncé dès janvier 2015, donc immédiatement à la fin de sa prise de fonction, ce qui montre qu'à mon avis, en renonçant à ça, c'est qu'il avait déjà des garanties sur son avenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il signe un contrat avec la pire des banques. Vraiment, la firme, voilà. Je veux dire que là, au Front National, au Front de gauche, on applaudit. Ils sont ravis parce que c'est la démonstration des collusions entre le pouvoir financier et le pouvoir politique. La consanguinité même. Arnaud Montebourg, finalement, José Manuel Barroso a-t-il donné raison à Arnaud Montebourg qui disait, il y a 3 ans, à l'époque où il était ministre de l'économie, il qualifiait José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, de carburant du Front National. Voilà, en tout cas, d'ailleurs Bernard Monod, vous avez tweeté cette semaine en remerciant José Manuel Barroso de vous donner raison finalement. Bon ben voilà, CQFD, on va y revenir. La France est-elle capable de provoquer un sursaut européen? Ce qu'une sortie de Schengen rapporterait à la France. Et puis notre ami dur argileux Barroso demandait le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. #500ME. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui frappe à notre porte. Ce qui se joue, c'est la dilution de l'Europe au risque du repli ou la réaffirmation de son existence au prix de changements profonds. Je ferai tout pour que ce soit le changement profond plutôt que le repli. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, le président de la République. Quand je suis bon, alors je fais du Hollande. Ça, c'est selon Jean Quatremer. Il a fait quelques belles phrases ces derniers temps. François Hollande qui a donc fait quelques belles phrases, sauf qu'il a dit je ferai tout pour que ce soit le changement profond
profond plutôt que le repli, je ferai tout pour que ce soit le changement profond. Mais attention, on ne change pas les traités, parce que ça, ce serait trop risqué. Puis il faut qu'il se dépêche en plus. Jean Quatremer. Ça fait 4 ans qu'on attend François Hollande sur les questions européennes. Depuis 4 ans, il explique, notamment dans le journal du dimanche ou dans d'autres journaux, qu'il est profondément européen, qu'il va faire des propositions et qu'on va voir ce qu'on va voir. Vous entendez que c'est un Européen du dimanche ? Oui, je pense que c'est quelqu'un, c'est un velléitaire, on va dire, l'Européen velléitaire. Si vous allez voir ce que vous allez voir, ou retenez-moi, je fais un malheur. Et les Allemands l'attendent, ses partenaires l'attendent, et on n'a jamais rien vu venir. Parce que il faut savoir, mais peut-être que François Hollande... Vous êtes dur avec lui, parce que c'est comme le vice-chancelier de Madame Merkel, et il agit beaucoup dans le sens de l'Allemagne. Si au minimum il était vice-chancelier, il réformerait l'économie française, c'est pas vraiment le cas. En l'occurrence, il l'enfonce, comme Sarkozy d'ailleurs. Mais ce que ne fait pas la chancelière allemande, justement. Elle porte son économie. Et là, ce François elle fait du patriotisme. C'est bien pour ça que nous, on le propose. Et donc, simplement, François Hollande n'a fait aucune proposition concrète. C'est-à-dire qu'il faut négocier avec les Allemands, apporter des propositions sur la table, les rédiger, ce qui n'a jamais été fait. Alors, ça, c'est un drame. La feuille de route donnée par François Hollande à Manuel Valls, son Premier ministre... c'est incroyable, regardez rien que ça. Ouais. Il demande à son Premier ministre. Normalement, c'est une compétence réservée de l'Élysée, la politique européenne. Non, et là, pas entièrement. il dit, ah ben Valls a préparé des listes. En fait, il donne à Manuel Valls le soin de le faire parce que normalement, c'est Manuel Valls qui a autorité sur le SGE, le secrétaire général des Affaires européennes, qui est chargé en gros de faire de l'interministériel. C'est on va dire le vaisseau mère des affaires européennes pour tout le gouvernement, pour toutes les administrations de l'État. Donc, qu'est-ce qui va se passer là concrètement? C'est qu'en gros, le SGE va faire le tour des administrations, savoir là où effectivement un peu plus d'Europe ou un peu moins, ça serait une bonne chose, on pourrait faire progresser, il y a des marges de manœuvre. Et après, c'est Hollande de toute façon qui le portera à Bratislava. Je ne pense pas qu'on va voir Manuel Valls. J'ai jamais vu un président de la République demander à son administration. Mais c'est peut-être aussi une manière de dire à Valls, au lieu de critiquer simplement la directive des travailleurs détachés ou de taper une fois de temps en temps sur Bruxelles pour faire passer la pilule, eh ben écoute mon grand, débrouille-toi. Surtout que Manuel Valls est en position un petit peu délicate en ce moment parce qu'il vient de dire, sur la scène européenne, parce qu'il vient de dire attention, la France pourrait cesser d'appliquer la directive sur les travailleurs détachés si les pays de l'Est faisaient peut-être pas un petit peu plus d'efforts en termes de lutte contre la fraude, etc. Ce à quoi Marine Le Pen dit mais attendez, cessez de l'appliquer immédiatement parce que sinon c'est juste de l'enfumage. Vous êtes d'accord avec ça, Bernard ? On est d'accord, c'est tout le temps de l'enfumage avec Valls comme avec Hollande, sachant que de toute manière, l'Union européenne empêchera toutes les tentatives de faire quoi que ce soit dans l'immédiat. Donc s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent directement. D'accord. Mais après, il faut toujours remettre dans le contexte, c'est pas si simple que ça. Par exemple, la question de l'application de la directive des travailleurs détachés, Manuel Valls met ça parce que le travailleur polonais est moins cher que le travailleur français au niveau des cotisations sociales. Sauf qu'il y a récemment une note du Trésor qui a été décrite par Le Monde et qui explique qu'en fait, du fait des nouvelles réductions de charges sociales, le CICE et toutes ces choses-là qu'a fait Hollande depuis son début de quinquennat, il est maintenant avéré qu'un travailleur français payé au SMIC est moins cher qu'un travailleur polonais. Donc, est-ce que c'est uniquement une question de la directive en elle-même, qui effectivement a des failles dans son élaboration, ou un problème de contrôle? Ça veut dire, est-ce que la France se donne les moyens de contrôler les 300 000 travailleurs détachés qui sont sur son sol, sachant qu'elle en envoie aussi 150 000. Après, c'est pas le même type de personnes qu'elle envoie. C'est-à-dire que souvent, c'est des travailleurs peu qualifiés qui viennent en France et des travailleurs qualifiés qu'elle envoie vers l'extérieur. Là, on est sur le fond, sur la forme, Jean. Quand Manuel Valls prend une position comme ça, c'est pour montrer qu'il ne veut pas être un Européen naïf. Et en gros, c'est ça. Il cherche pas, il joue pas la carte du mauvais Européen. Il joue au contraire la carte du bon Européen qui n'est pas naïf. Oui, mais je trouve ça assez hallucinant pour quelqu'un qui se veut républicain, respectueux de l'état de droit, qui explique que si le texte ne change pas immédiatement, eh ben on va plus l'appliquer. C'est-à-dire en clair, moi, si demain la vitesse sur l'autoroute française ne passe pas à 150 km/h, la vitesse limite, eh ben moi je vais rouler à 170. Mais c'est n'importe quoi. Dire, on est dans un état. Il n'y a pas 36 façons. Moi, je comprends que le Front National il se marre. Non, dans ce cas-là, la seule façon de faire. Ne vous inquiétez pas, il va bien obéir à la Commission européenne, comme pour le budget pour 2017. Vous verrez qu'ils vont bien se plier. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous interromps pas quand vous parlez, donc j'aimerais bien que la réciproque soit vraie. Simplement, ce que je voulais dire, parce que c'est un peu compliqué, si vous voulez faire des raisonnements et puis de se faire couper en permanence, méthode habituelle du Front National. Merci. Et donc simplement, ce que je disais, c'est que il y a pas 36 façons de tergiverser. C'est-à-dire, c'est soit vous appliquez la loi et l'état de droit, soit vous sortez de l'Union européenne. Pourquoi le Front National se marre? Parce que vous voyez quelqu'un qui est là en disant mais non, mais je suis européen, etc. Mais je n'implique pas les lois et qui ne me conviennent pas. La feuille de route de ce sursaut européen, Bernard Monod, les têtes de chapitre seraient l'investissement pour la croissance et pour l'emploi. A priori, vous ne pouvez pas être contre. L'harmonisation fiscale et sociale. A
priori vous ne pouvez pas être contre, et le renforcement de la zone euro et de sa gouvernance démocratique. Bon, ça vous ne pouvez pas être contre la gouvernance démocratique, bon, le renforcement de la zone euro. Nous on est d'accord pour les trois, sauf que ce cinéma ça fait... Vous êtes d'accord pour les trois, mais bien donc le renforcement de la zone euro, vous êtes d'accord? Pour une zone euro qui fonctionne mieux, bien entendu, mais nous on propose un euro-monnaie commune, une espèce d'écu, comme d'ailleurs c'était initialement le projet dans 92 de Maastricht, c'était un euro-monnaie commune, l'écu, et ça a rapidement tourné à l'euro-monnaie unique. C'est pour ça qu'on est dans cette situation difficile. Mais on n'est pas hostile totalement à la zone euro. Ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes ces promesses qui sont faites, ça fait 25 ans qu'on les a eues. On les a eues pour le traité de Maastricht, on les a eues pour le traité de Constitution de 2005, pour le traité de Lisbonne, et on connaît le résultat. C'est un bilan qui est catastrophique. Et à chaque fois, vous y avez cru. Catastrophique. Ah, nous, on n'a jamais cru. C'est pour ça qu'on n'est jamais déçus. Mais le problème, c'est les Français et la France, si vous voulez. Et quand on voit les bilans et les, comment dire, l'ensemble des résultats, que ce soit le chômage, les dettes, les déficits, etc., partout, on est dans le rouge. Quand ils se lancent comme ça, dans des grandes déclarations, on veut provoquer un sursaut européen. On comprend qu'on est au lendemain du Brexit, Jean-Sébastien, mais quand on voit le calendrier politique, l'an prochain, il va y avoir les élections présidentielles, législatives en France, et puis il y a les élections du Bundestag aussi en Allemagne. Et puis en Italie, évidemment. On va rien pouvoir faire avant 2018. De toute façon, c'est ce qui était prévu avant le Brexit. Avant le Brexit, à Bruxelles, il y avait déjà des discussions qui étaient engagées pour se dire quand est-ce qu'on va éventuellement rouvrir les traités, faire des réformes. Et tout le monde disait 2017, c'est pas possible, il y a trop d'embûches politiques. Après, si les gouvernements avaient un peu de cohérence avec eux-mêmes et qu'ils souhaitent aller plus loin dans l'intégration sur certaines choses, l'harmonisation fiscale, etc. Dans ce cas-là, ils devraient le porter pendant ces élections européennes. Pas une nouvelle fois dire bon, on va attendre les élections, on va pas en parler, puis après on va le faire. Forcément, au bout d'un moment, les gens ils s'y retrouvent pas. Ils votent pour quelque chose, puis après on fait encore autre chose. Et l'Europe, finalement, on l'a fait un petit peu en catimini, façon honteuse, etc. S'ils y croient vraiment, les Merkel, les Hollande et tout cela, dans ce cas-là, qu'ils le portent pendant la campagne et qui disent ce qu'ils vont faire. La grande incompréhension des citoyens, c'est qu'on leur a dit à chaque fois, on fait un traité, ça va pas forcément changer grand-chose, sauf que ça change des choses, il faut le dire. Pour rebondir sur ce que vous dites, Jean-Sébastien, la question centrale aujourd'hui, c'est de se dire que veulent les peuples, ou bien qu'est-ce qui est dans l'intérêt des peuples et qu'est-ce qu'il faut faire de l'Europe. On a l'impression que on n'a pas la même réponse. Mais non, mais parce que qu'est-ce que veulent les peuples et qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'Europe? C'est une question qui est absolument dans l'intérêt des peuples. C'est une question qui est fondamentale, qui est liée à la démocratie depuis l'origine. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique se sont posé la question, notamment d'un gouvernement par démocratie, ce qu'on appelle la démocratie directe, par référendum. Parce que parfois, les peuples se trompent. Parfois, ils choisissent la mauvaise voie. Si en juin 1940, on avait fait un référendum, par exemple, en Grande-Bretagne, pour savoir s'ils voulaient poursuivre la lutte au prix de 4-5 ans de sacrifices, ou s'ils voulaient faire un armistice avec l'Allemagne nazie, c'est l'armistice qui l'aurait emporté. En 1950, si on avait lancé la construction communautaire, précédée d'un référendum, en demandant aux Français ce que vous voulez vous réconcilier avec l'Allemagne, ça aurait été évidemment, non, on ne va pas se réconcilier avec l'Allemagne, on va tous les passer au fil de l'épée. Il y a des moments où il faut effectivement passer par-dessus la volonté du peuple à un moment donné, pour lui montrer que son intérêt à plus long terme, c'est de se réconcilier avec l'Allemagne, c'est de résister à l'Allemagne nazie, etc. Et je l'assume parfaitement. Monsieur Quatremer est très démocrate, je vois. Oui, je suis un démocrate. Très démocrate. Bien sûr, je suis démocrate. En fait, vous êtes comme Monsieur Juncker, vous êtes contre les référendums et vous êtes pour les traités européens. Sauf qu'au bout de 25 ans, par des parlementaires moi je suis justement scientifique et je regarde les résultats empiriques. Et quand on a 25 ans d'Union européenne, d'Europe de Bruxelles, avec des résultats pareils, je pense qu'il faut savoir se remettre en question, ce qui est loin d'être le cas de tous les partis européistes et bien entendu de la classe médiatique aussi. Vous pensez que la France s'est remise en question régulièrement? Parce qu'en 73, il n'y avait pas d'Union européenne et il y a eu le choc pétrolier. La mondialisation, c'est de la faute de l'Europe, etc. Donc ça n'a aucun sens. Mais nous avons 25 ans d'Union européenne et 15 ans d'euro et nous vous envoyons les résultats qui sont calamiteux. Jean-Sébastien, maintenant, oui. Il y a aussi un peu de nuance à apporter. C'est aujourd'hui, le Front National cherche à cliver le débat en disant pour ou contre l'Union européenne. Point barre. La question aussi, c'est qu'est-ce que vous avez à proposer pour l'Union européenne? Allez, question. La France est-elle capable de provoquer un sursaut européen? À votre avis, Bernard Monod? Oui. S'il y a un Frexit en France. Oui. D'accord. Donc. Oui, la France est capable de provoquer un sursaut européen si la France sort de l'Union européenne, selon Bernard Monod. Parce que la France est le cœur politique de l'Europe.
D'accord. Donc, il y a Jean-Sébastien, la France est-elle capable de Si, une provoquer un nouvelle sursaut Europe. européen? Mais quelle Europe? La nouvelle Europe? L'Europe des nations, l'Europe des patries. C'est en Si forme. celle qui est prospère et qui apporte le Mais bonheur c'est ça, aux en soi, citoyens. Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, Oui, c'est la aussi France simple est-elle que capable ça. de provoquer un sursaut européen? François Hollande à l'État, non, je pense pas. Il est D'accord. trop faible. Jean? Aucune chance. Aucune Mais chance. non, mais il y a aucune chance parce que, encore une fois, sursaut européen, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une Europe à 27 ou est-ce que c'est la zone euro? On n'est déjà pas d'accord là-dessus. Au sein de la zone euro, qui a vraiment envie d'aller plus loin? Je n'en suis pas persuadé. Entre la France et l'Allemagne, il y a une crise de confiance absolue. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, ça fait 10 ans qu'elle dit à la France de réformer son économie, 10 ans que la France ne réforme pas son économie. On a loupé le grand virage en 1995 avec les réformes proposées par Alain Juppé, parce qu'on a cédé face à la rue. Et le résultat, c'est que désormais, nous avons des problèmes de croissance fondamentaux. Et les Allemands voient les Français et disent oui, on va réformer, vous en faites pas, on va le faire la prochaine fois. Et ça ne vient pas. Donc je vois pas comment Le juge il de pourrait y paix avoir va être l'Italie. Après avoir Oui, ça, c'est risqué. l'Italie et ses banques, ce qu'une sortie de Schengen coûterait à la France, ça c'est ce qu'on avait évoqué il y a quelques mois ici dans cette émission, ce qu'une sortie de Schengen rapporterait à la France, c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. À tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Nogues. Oui, merci de nous retrouver ici à Bruxelles, dans la capitale européenne, toujours en compagnie de Bernard Monod, eurodéputé Front National, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte et Jean Quatremer de Valeurs Actuelles, Minute ou... non, je ne sais plus. Libération. Je sens que les verres vont voler avant la fin de l'émission. Bonjour Maya de la Baume. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Grande journaliste de Politico ici à Bruxelles. Vous allez nous parler... Oh non, il y en a marre des Portugais. Hein. Non, il y en a marre des Portugais. Il y en a marre des Portugais. Ben, les Portugais qui gagnent l'euro, les Portugais qui gagnent beaucoup d'euros maintenant avec José Manuel Barroso. D'accord, mais ils gagnent l'euro après 3 ans On va y de revenir. politique d'austérité. Et moi je dis bravo, ça montre que le régime d'amaigrissement, ça réussit sur le terrain. Au même titre que la Grèce avait gagné l'euro avant des années de politique d'austérité. Finalement, votre raisonnement, il marche dans tous les cas. Il marche dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est le truc dont tout le monde parle. Hein. José Manuel Barroso chez Goldman Sachs, conseiller de la banque pour gérer l'après-Brexit. Ces gens qui en parlent hier. Maya. Oui, ça a déchaîné un peu des réactions furieuses, notamment au Parlement européen, notamment les lobbyistes, notamment les think tanks. Enfin, tout le monde a réagi à cela. Tout le monde a réagi. Et puis tout à l'heure, avec notre ami Éric Scholl, le Courrier International, on va justement aller au Portugal pour voir comment on a réagi avec cet euro, cette victoire historique, ce tout premier titre pour la sélection portugaise. On va aussi aller en Italie, toujours en Italie, mais cette fois au Vatican, enfin au milieu de l'Italie. Et puis en Espagne, demandez le programme de 500 millions d'Européens avec Maya de la Baume, Bernard Monod, Jean-Sébastien Lefebvre, Jean Quatremer et Éric Scholl pour réagir. #500ME. BFM Business, avec 500 millions d'Européens pénétrés dans les coulisses de l'Europe. Bon, déchaînement de réactions furieuses ici à Bruxelles. Furieuses. Nous disiez-vous, Maya, que ce soit les députés, les lobbyistes, les think tanks, donc les centres, les clubs de réflexion, et puis surtout un questionnement sur comment gérer les conflits d'intérêts avec d'anciens fonctionnaires de la Commission ou d'anciens dirigeants de la Commission quand ils entrent dans le secteur privé. Oui, alors nous on a interrogé pas mal de députés là-dessus, et notamment les Verts, puisque c'est souvent eux qui sont pas contents. Et par exemple, Sven Giegold, qui est un des députés Verts, nous a dit il y a un espèce de va-et-vient honteux entre politique et business qui instille un vrai doute sur l'intégrité des politiques démocratiques et surtout qui salit davantage la réputation de la Commission européenne. Tous ces commentaires sont repris par beaucoup d'autres gens, notamment les syndicats de fonctionnaires qui disent que ça discrédite l'institution de la Commission européenne. Il y a Bernard Monod, moi je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, Bernard Monod, eurodéputé Front National à côté de vous, Maya qui boit qu'il est depuis tout à l'heure. On n'a même plus besoin de parler. Il n'y a même plus besoin de parler avec José Manuel Barroso, qui a donc été... Mais j'ai coupé honteusement la faites pas parole. semblant de croire qu'au Front National, il n'y a pas des conflits d'intérêts, on pourrait en parler aussi. Non, mais après, on pourrait On voir... va en parler si vous voulez. On pourrait voir, est-ce que José Manuel Barroso hérite de fortune industrielle française? On peut y revenir. Oui. Mais José Manuel Barroso, qui quand même avait 22 mandats, là, qui a déjà, avant Goldman Sachs,
il est prof à Princeton, à Georgetown, à l'University of California, à Cornell. Bon, d'accord, mais et puis ensuite il travaille avec le Forum économique mondial, la Polytechnique de Macao. Il fait des discours à droite à gauche, Bilderberg, le European Business Summit, le MEDEF européen. Maya. Non, alors il y en a aussi qui disent qu'il faut absolument maintenant étendre la période de réflexion qui est en fait, vous savez, quand un commissaire part de la Commission européenne, il a une période de entre 18 mois et 3 ans pour devenir lobbyiste s'il peut. Alors il y a plusieurs organisations ici qui disent qu'il faut étendre cette période. De pantouflage. Et puis il y en a d'autres, comme les socialistes, qui eux carrément veulent des sanctions. Ils trouvent qu'il faut absolument que Barroso soit sanctionné, et notamment ils pensent que du coup il faudra ponctionner sur sa retraite de commissaire européen. Vous disiez, vous avez parlé avec beaucoup d'eurodéputés, vous chez Politico, et en gros qui tape dessus? C'est surtout les socialistes ou bien la famille politique? Est-ce que c'est partisan cette affaire-là, ou bien c'est tout le monde? C'est toujours partisan. Toujours partisan. Toujours. D'accord. Moi, par exemple, j'ai interviewé Alain Lamassoure du PPE qui l'a soutenu et qui le critique. Non, là, c'est pas possible. Il y a un moment où quelqu'un va toujours trop loin. Mais de la part de Barroso, ça ne m'étonne pas. Mais là, vraiment, il a été carrément très, très, très loin dans l'affaire. Oui, mais attendez, M. Juncker, peut-être qu'il va faire la même chose. Il va redevenir Premier ministre du Luxembourg. Parce que c'est une erreur. Non, ça non. C'est pareil. C'est aussi parce que c'est une erreur de jugement. Enfin, c'est une erreur, c'est une grande indélicatesse aussi, d'une certaine façon. Pourquoi une infraction, en fait? Pourquoi est-ce qu'il faudrait le sanctionner pour ça? C'est plutôt une grande, parce que les sanctions, les sanctions, c'est possible. possible. Quand on lit justement l'article qui est évoqué par les députés socialistes français, c'est 245, je crois, des traités, qui dit que l'engagement que prend le membre de la Commission européenne à pas faire de choses qui vont contre les intérêts de son institution, à respecter certains codes d'éthique et morale, je sais plus les expressions, délicatesse, voilà. Ils disent devoir d'honnêteté et de délicatesse. Voilà. Ça, c'est pas une infraction. Sauf que ça, c'est valable pour la période du mandat et après. Ça veut dire que ça continue à courir après. En fait, il n'a pas enfreint les règles. Ça dépend comment est interprété l'article 245. Donc c'est une question d'interprétation. Mais il faudrait que la Commission ou le Conseil, à la majorité simple des États, décide de saisir la Cour de justice. Or, je peux vous parier que personne ne voudra saisir la Cour de justice. Pourquoi? Parce que dans nos États, il n'y a même pas ces périodes de latence qui existent. Par exemple, en France, on a même créé une sorte de comité d'études. Le pantouflage est pareil en France. Voilà, exactement, et qui n'a pas empêché, par exemple, un ancien conseiller de l'Élysée qui a présidé à la fusion de deux grandes banques. Monsieur Pérol, il faut donner les noms. Et qui est devenu président de la banque qu'il a créée. Sous Sarkozy. Voilà, sous Sarkozy. Et donc, ou le DG du Trésor. Vous pouvez prendre aussi l'exemple de Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, à peine il quitte ses fonctions de chancelier allemand, le lendemain, il est marche chez Gazprom en Russie, ce qui devrait faire plaisir au Front National d'ailleurs. Mais ça ne nous fait pas plaisir, il faut arrêter de dire ça, si vous voulez. Tout ça démontre la consanguinité entre tout ce personnel qui passe du privé dans le public, du public dans le privé, sur le modèle américain, puisqu'il y en a un qui est célèbre, c'est M. Henry Paulson, qui était Goldman Sachs, qui part au Trésor américain, qui retourne chez Goldman Sachs juste après sa fonction. Voilà, on est en plein collaboration entre lobby et institutions. Ça démontre tout à fait que nous avons raison. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est le silence de la Commission là-dedans, parce que je sais que Jean, tu étais à la conférence de presse de la Commission européenne hier, qui utilise pas mal de, langue de bois, peut-être pour expliquer que Juncker ne s'occupe pas des problèmes de ses prédécesseurs. Et je sais pas, je trouve qu'il pourrait y avoir une position là-dedans. Comment devrait réagir la Commission européenne aujourd'hui, Jean-Sébastien? Il devrait condamner. Au moins moralement. On va dire simplement, Juncker pourrait simplement dire, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'ils ont commencé par dire que c'était légitime. Mais là, c'est du plantage en règle. Ça. Voilà, là, il y a eu un plantage. Donc la Commission dit que c'était légitime de la part de José-Manuel Barroso de se recaser. Le vendredi de l'annonce de la nomination, c'est un porte-parole de service qui a dit il est légitime que les anciens commissaires ou anciens fonctionnaires utilisent les compétences acquises dans le public pour travailler dans le privé. Sauf que le gars n'aurait pas dû employer le mot légitime, c'était n'importe quoi. Et lundi, c'est vrai qu'on attendait après le week-end, un week-end de réflexion assez long quand même, que Jean-Claude Juncker prenne ses distances officiellement. Mais il ne l'a pas fait et l'institution ne l'a pas fait. José-Manuel Barroso l'aurait appelé pour l'informer. Mais le problème, c'est que dans nos États membres, regardez, est-ce que vous avez entendu des condamnations
Est-ce que vous avez entendu François Hollande? Est-ce que vous avez Manuel Valls? Voilà, il y a Harlem Désir. La sanction démocratique va tomber. Elle s'est déjà produite avec le Brexit au Royaume-Uni et ça va continuer en France. La sanction sera démocratique et populaire. Pour terminer là-dessus, c'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en règle générale, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une casserole du côté du Front National, tout le monde dit ah, ce sont les médias qui nous en veulent, etc. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un problème. On va peut-être pas. On n'a pas l'émission de Durkuner. Et là, vous voyez, il y a quand même une remise en question. Des prêts bancaires, voilà. Il y a une remise en cause par les médias de ce qui se passe là à la Commission européenne. Et Jean Quatremer, qui est toujours qualifié donc de fédéraste, finalement est le premier à taper sur l'ancien président de la Commission européenne pour ça. Ah bah un peu tard. Cresson, la vache folle, etc. Je ne vous ai pas trop. Maya avait envie de dire quelque chose juste avant la revue de presse européenne. Non, mais il faut regarder aussi la liste des anciens commissaires européens aussi, ce qu'ils font maintenant. C'est intéressant. Parce que Nelly Kroes à Merrill Lynch et des trucs comme ça, je pense qu'il faudrait regarder quand même. Nelly Kroes, l'ancienne commissaire en charge, avant de la concurrence, qui maintenant est chez Merrill Lynch. Il y a un problème moral. Qu'il y a un problème moral dans nos États membres, c'est une évidence. Il y a un mélange entre les intérêts publics, les intérêts privés, et tous les partis, de toute façon, c'est vrai au Front National, c'est vrai au Front de gauche, etc. Tout le monde a les mains dans le pot de confiture, et c'est terrible pour l'image de la démocratie. José Manuel Barroso prit la main dans le sac tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse. Ils sont en forme aujourd'hui sur ce plateau. Je suis sûr qu'Éric Scholl est en forme dans sa rédaction de Courrier International. Bonjour Éric. Oui, en pleine forme. En pleine forme, comment allez-vous? Mais très bien, Yann Anthony. Bon, en pleine forme, vous me l'avez dit. Alors, vu du Portugal, on va parler un peu football. Vu du Portugal, l'Euro 2016, le 10 juillet, désormais, jour de fête nationale. Oui, c'est Quotidien Publico qui a fait sa une, évidemment, parce que vous imaginez, lundi dernier, toutes les unes des journaux portugais étaient consacrées à l'euro. Alors, le Quotidien Publico, eh bien voilà, 10 juillet, donc jour de fête nationale. Il y a eu un fil conducteur de souffrance dans tout le pays, écrit le journal, mais aussi une ligne de foi dans la réussite. C'est le moment qu'on attendait depuis 2004. Alors, juste pour vous citer deux autres journaux portugais, le Jornal des Noticias, lui, faisait apparaître en grand toute l'équipe gagnante en évoquant le missile tiré par Eder à la 109e minute qui fait l'histoire. Et puis le quotidien le quotidien portugais lui a montré en une Astérix, le symbole français Astérix, souriant mais avec un drapeau, le drapeau portugais, et tout ça avec ce titre champion. Voilà, titre champion. En attendant, j'ai quand même le sentiment qu'à travers l'Europe, que ce soit en France, que ce soit en Suisse ou ailleurs, il y a eu un peu un sentiment anti-français. J'ai vu qu'il y avait eu des discussions là-dessus, Jean. Oui, c'est vrai, notamment en Belgique, où pour la première fois, c'est intéressant parce que, je dirais que les grandes compétitions internationales, notamment au football, ont tendance à réveiller le nationalisme le plus basique, c'est vrai. Mais là, c'est la première fois que je vois des Français de Belgique. Parce qu'il y a des nationalistes haut de gamme. Ça peut arriver. D'accord. Je renie pas mon pays, je suis très nationaliste de certaine façon. Ça s'appelle le patriotisme, alors. Non, nationalisme. Ah, nationalisme. Le chauvinisme, j'aime bien, moi, nos fromages qui puent, etc. C'est une fierté de ce qu'on produit, nos coco vins. On peut apprécier la souveraineté sans être souverainiste. D'accord. Ah non, on peut aimer son pays sans être souverainiste. Mais là, c'est vrai que véritablement, en Belgique, et c'est la première fois que des Français établis ici ont ressenti une espèce de francophobie. Et je pense que c'est très lié à la période de Belgium bashing qu'on a connue après les attentats du 13 novembre en France, où on a dit « Oh, c'est pas nous les Français, tout ça, ça vient de Belgique ». Mono, vous sentez qu'il y a une montée du sentiment nationaliste à travers l'Europe? Pas du tout, enfin pas au travers du sport en tout cas. Je pense que ces rencontres-là, moi je trouve que ça se passe plutôt bien. Là, le Portugal, ils ont été le meilleur, bon, mais ils l'ont emporté, tant mieux pour eux. Mais sinon, il y a un euroscepticisme, mais il n'y a pas une montée du nationalisme. Il y a des gens qui n'en peuvent plus de cette Union européenne-là, celle de Bruxelles, celle qui est fédéraliste. Ils aspirent à une autre forme d'Europe. Là, on parlait des autres qui en ont marre des Français. Là. Vous ramenez tout sur la Commission européenne. Non, mais c'est un fait. Il y a l'aspect sportif et politique. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait un... Je pense qu'au contraire, les gens attendent beaucoup de la France. Mais tout de suite, on va parler de l'Italie, parce que c'est de là que devrait venir la prochaine crise, Éric.
Oui, alors justement, on parlait des sujets de rentrée. Alors s'il y en a un, c'est la situation en Italie. Parce que si on en croit Vie économiste, eh bien, les investisseurs sont extraordinairement nerveux. Au-delà du Brexit, ils voient une autre menace financière potentiellement dangereuse qui plane de l'autre côté de la Manche. Eh bien, c'est donc l'Italie, la 4e économie de la zone euro, nous rappelle le journal britannique, mais l'une des plus fragiles à cause des banques italiennes qui sont dans une situation périlleuse, plombée par 360 milliards d'euros. Ce chiffre est énorme, hein, c'est 1/5 de l'économie italienne. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire, nous dit le journal? Eh bien, les banques italiennes ont besoin d'un bon gros nettoyage. Jean-Sébastien. Effectivement, on a un problème avec les banques italiennes et c'est encore plus compliqué parce que le secteur italien est très fragmenté du fait de l'organisation plutôt décentralisée de l'économie du pays. Et en fait, le problème aussi, c'est que on sent que Matteo Renzi est très réticent par rapport aux règles européennes sur l'union bancaire. C'est-à-dire qu'on a fait des règles qui disent aujourd'hui, vous pouvez plus juste renflouer vos banques en utilisant l'argent public. Parce que ça, c'est ce qu'on a fait en 2008-2009 et les États ont dit on ne veut plus que ça soit l'argent du contribuable qui renfloue les banques. Et donc, en gros, aujourd'hui, la règle, ça serait que ce soit d'abord les actionnaires et d'abord les propriétaires des banques qui soient mis à contribution pour les renflouer. Et le problème, on sent ça coince au niveau politique et il va falloir trouver plusieurs milliards éventuellement. Mais surtout, il y a les actionnaires, mais ensuite aussi les déposants. C'est-à-dire que en dernier ressort, voilà. Mais donc ça veut dire que l'argent public ne doit intervenir que s'il n'y a pas d'autre solution. Et les gens, oui, mais sauf que Matteo Renzi se trouve confronté à une situation explosive parce qu'évidemment, si on ponctionne une partie des comptes des déposants, il risque de le payer électoralement. Mais après, c'est dans la limite des 100 000 euros. Alors que si vous, oui, dans la limite des 100 000 euros, mais bon, là, on parle quand même des gens qui ont plus de 100 000 euros et qui font partie des gens qui peuvent influencer une élection. Et le problème fondamental, c'est que faire appel à l'argent public, au budget de l'État, c'est pas douloureux. Ponctionner un compte d'un individu, ça c'est douloureux. Vous augmentez les impôts de tout le monde, bon, c'est pas grave, ça diffuse. Alors que ponctionner quelqu'un. Oui, mais c'est plutôt bien, je trouve qu'on fonctionne. Pour vous répondre sur l'Italie, c'est ça? Oui. L'Italie, aujourd'hui, c'est le symptôme de la crise de l'euro, de la zone euro, juste après la Grèce. C'est une bombe à retardement au niveau du système bancaire. Mais c'est pas l'euro, c'est le système bancaire. Moi, je vous dis, c'est la crise de la zone euro qui rejaillit sous forme de crise bancaire en Italie, c'est le point faible, et qui va probablement mettre le feu à terme à toute la zone euro. Voilà. En direction maintenant le Vatican, avec le procès Vatilix 2, une bien mauvaise opération pour le pape, Eric. Oui, ce procès, donc il y a eu le verdict il y a quelques jours, un verdict relativement clément pour les corbeaux qui avaient fait fuiter des documents confidentiels, quelques mois de prison avec sursis pour l'un, 18 mois ferme pour l'autre. Et les deux journalistes italiens, eux, ont obtenu des non-lieux. Mais pour le journal Il Tempo, ce procès a été finalement un procès grotesque. Et pour le pape, surtout, qui a abouti à un but contre son camp, un procès qui a duré des mois, couvrant l'Église de ridicule dans les médias du monde entier. Voilà, peut-être un procès qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est en tout cas ce que semble penser Il Tempo. Et un petit dernier mot en passant par l'Espagne, Eric, les bulles de la guerre d'Espagne. Vous savez, on est quasiment à la veille du 80e anniversaire de la guerre d'Espagne. Il y a une profusion de bouquins, etc. Et il y a notamment une BD. El País revient sur cette BD, parce que c'est l'adaptation sous forme de BD, d'un essai qui était publié en 1986 par l'historien britannique Paul Preston et qui fait référence sur la guerre civile espagnole. Cette BD, maintenant, elle fait 240 pages et c'est extraordinaire le travail qui a été fait notamment par le dessinateur José Pablo Garcia. Et je vous donne cette petite citation. Il nous explique que le plus compliqué pendant ces mois de travail a été de recréer des scènes dont il n'y avait presque pas d'image. Donc un extraordinaire document presque historique. Voilà, merci beaucoup Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International pour cette revue de presse européenne. On se dit à la semaine prochaine. Et on parlera, je vous annonce, on va parler des travailleurs détachés la semaine prochaine. Donc si jamais on a des articles là-dessus, ça peut être pas mal. Il n'y a pas de vacances. Jean Quatremer qui lève son petit doigt. Non, il n'y a pas de vacances. Jean Quatremer de Libération était avec nous. Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Maya de la Baume de Politico, Bernard Monod du Front National. Merci d'avoir réalisé
réalisé cette étude. Pour nous, je pense qu'on pourra continuer à en discuter dans les mois à venir. Merci à Alexandre Rougier qui a préparé cette émission. Merci à Pascal Simard et ses équipes qui ont mis cette émission en images et en son. Merci à vous pour votre patience de l'avoir écouté, cette émission au mois de juillet, peut-être sur la plage ou en voiture, en vacances. Vous, au moins, vous avez des vacances. Nous, ici à Bruxelles, on n'a pas le droit de prendre des vacances. On n'a pas bien travaillé. Quand vous voyez comment les électeurs britanniques ont voté, on n'a pas fait ce qu'il fallait, manifestement. En revanche, Bernard Monod, lui, peut prendre des vacances. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. C'est vrai que l'année dernière, on avait fait un direct depuis Euro Disney. On pourrait réfléchir à ça. Tiens, Jean, on va y réfléchir pour ce mois d'août. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission